En effet, le constat d'une pédopsychiatrie en grande difficulté ne cesse pas d'être relayé depuis de très nombreuses années et sans doute davantage depuis la crise sanitaire de 2020. Un écart abyssal s'est creusé entre des demandes devenues exponentielles et une offre dont le déficit est de plus en plus marqué. L'État français, régulièrement alerté par les professionnels, est venu au chevet de la discipline en commandant, en mars dernier, un rapport à la Cour des comptes qui conclut sur la nécessité d'une réponse côté gouvernance plus opérationnelle et doublée d'outils de pilotage. Une réponse qui prend appui sur un discours managérial, mais qui laisse perplexes les acteurs de terrain par le peu d'efficacité constaté depuis des années. Un discours qui rate ce dont il est question. Alors, les causes, quant à elles, sont plurifactorielles. La crise actuelle du système de santé, des hôpitaux publics aux structures privées, assortie d'une démographie médicale en berne, tant sur le plan des effectifs que de leur répartition au sein des territoires, et tout particulièrement en pédopsychiatrie. En Seine-Saint-Denis, par exemple, l'offre est majoritairement publique, pour une population de moins de 18 ans importante. Il y a 500 000 jeunes pour une population totale d'1 650 000. Parallèlement, la population des jeunes suivis chaque année a augmenté de 2 tiers en 20 ans. Les hospitalisations pour adolescents ont doublé en 15 ans. Les soins ambulatoires se sont élevés de près d'1 tiers dans le même temps. Depuis 2020, nous avons pu constater de manière évidente les effets de la crise sanitaire sur cette tranche d'âge. Certes, relativement épargnée par l'épidémie, en revanche, plus touchée par les conséquences des mesures prises dans le contexte de la pandémie. Dans l'unité dont je m'occupe, qui est un soin-études à Aubervilliers, nous avons vu une nette augmentation des demandes pour des jeunes en souffrance psychique, ne pouvant plus reprendre le cours de leur vie et restant reclus chez eux. La lecture de cette situation d'allure dramatique peut se faire sous 2 perspectives. Celle d'une impuissance, nous n'avons pas assez de moyens et nous ne pouvons qu'alerter et demander plus. Une perspective qui a sa logique, mais qui n'opère pas et dont les conséquences ne font que nourrir le désastre déjà là. La seconde perspective, celle de l'impossible, qui pousse à inventer une façon de faire au cas par cas, avec, si je puis dire, les moyens du bord. C'est-à-dire une lecture la plus fine possible de ce qui se joue pour tel jeune et qui vient éclairer la stratégie à adopter. Une lecture qui suppose d'être au plus près du singulier et sur laquelle on peut prendre appui pour faire argument auprès des partenaires. Par exemple, quand une hospitalisation est nécessaire pour un jeune. Cela nécessite sans doute un désir très décidé et finalement tout à fait affine à ce que permet la boussole analytique qui s'appuie sur l'expérience personnelle d'une analyse. Tenir compte du réel rencontré et tenter de savoir y faire avec. J'ajouterai qu'il est sans doute nécessaire dans une institution de se retrouver à plusieurs à partager cette orientation clinique afin d'avoir un petit peu plus de chance de peser dans les décisions. Un phénomène actuel, certes, mais qui s'est installé déjà depuis plusieurs années. Lacan le notait dès 1967 dans son petit discours aux psychiatres, en soulignant que la psychiatrie était rentrée dans le giron de la médecine générale, entrant elle-même dans le dynamisme pharmaceutique. Dans les années 80, l'apparition de la clinique du médicament
avec les éditions successives des manuels de classification internationale des troubles mentaux, est venue alimenter le démantèlement de la clinique classique. En France, la pédopsie a été marquée par la psychanalyse dès les années 60, par les contributions d'universitaires tels Serge Lebovici, Michel Soulet, Roger Misès et d'autres. Une pédopsychiatrie française qui a en quelque sorte résisté à la marche forcée de ces classifications internationales. En gardant cette spécificité, en se dotant d'une classification nationale des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, inspirée par Roger Misès, dont la dernière version d'ailleurs date de 2020. Une classification française qui présente une perspective dynamique et structurale, et pas uniquement descriptive. Cependant, dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, cet outil reste décrié par ceux qui écartent le discours analytique. En pratique, elle n'est quasiment plus utilisée. Depuis le début des années 90, avec l'arrivée des visions centrées sur le trouble, l'abord neuroscientifique, les interactions entre biologie et environnement, la psychopathologie a été reléguée à l'arrière-plan, voire déconsidérée car non scientifiquement prouvable. Donc une dépathologisation, certes, mais surtout une dépsychopathologisation qui ouvre la voie à la passion du critère, fiable et indiscutable. Le critère diagnostique qui se présente comme un fait non discutable et coupé de toute subjectivité, de toute histoire, de tout contexte. Un critère valable pour tous, envers du plus singulier. Un critère qui, associé à un autre, à d'autres, forme une catégorie, hyperactivité, hypersensibilité, etc. Fermant la porte aux autres approches dont la psychiatrie avait dans le passé trouvé à s'enrichir. De nouveaux discours dont la pauvreté ne peut que susciter un manque d'intérêt. Oui, plus le système de soins se délite et plus la médication augmente. Cela est valable pour toutes les disciplines médicales. Si nous tentons d'affiner cette proposition, nous pourrions dire que faute d'agir à partir du discours, la réponse se fait médicamenteuse. En psychiatrie et en pédopsychiatrie en particulier, la formation est longue. La prise en charge des enfants et des adolescents réclame attention, dialogue, lien, soutien. Et la gestion de plus en plus comptable des moyens, doublée de la volonté d'agir au moindre coût, ont dégradé cet outil thérapeutique essentiel qu'est le temps. La psychopathologie, au fil des ans, a été élidée, suivant les indications successives des manuels de classification des troubles mentaux, largement reléguée à l'arrière-plan, laissant place aux critères diagnostiques dans une lecture neuroscientifique de la souffrance psychique, avec des conséquences immédiates sous la forme diagnostic, validé par des centres experts, traitement, résultat, un trio infernal. L'abord psychodynamique n'exclut en aucun cas le recours aux médicaments. Il ne s'y substitue pas, mais il l'éclaire. Dans certains cas, loger l'angoisse en se confiant, en déposant avec des mots ce qui fait souffrir, suffira à permettre un apaisement et servira même de levier pour approcher ce qui a été rencontré par le jeune. Dans d'autres cas, soulager le temps nécessaire, un patient en proie à des phénomènes hallucinatoires insupportables, pouvant engendrer un passage à l'acte, est souvent nécessaire pour qu'un travail psychodynamique puisse par ailleurs s'enclencher.
Aborder la souffrance psychique de l'enfant, de l'adolescent, ne peut se passer de son histoire singulière, du contexte particulier de survenue de ce qui vient déranger, et ne peut donc en aucun cas se réduire aux seuls symptômes observables, objectivables, par une approche limitée à une lecture neurologique. Oui, la souffrance psychique est subjective et ne peut s'aborder qu'en prenant le temps de se dire de différentes façons. La psychanalyse en permet depuis Freud une lecture au cas par cas pour celles et ceux qui en ont le goût. Et cela se vérifie au sein des institutions qui s'orientent encore de l'éthique du discours analytique. Cela se vérifie au cas par cas et tente de se transmettre d'une manière où le plus singulier peut parfois s'élever au rang d'un paradigme et ainsi permettre une petite avancée face à l'énigme du vivant d'un corps dont on ne vient jamais à bout.